Bonjour, merci pour l'exposé. Je finis mon internat de psychiatrie et je voulais juste vous poser une question. C'était quel est votre avis sur tout ce qui est justement, un autre mot, c'est la sensibilisation autour de la santé mentale. Par exemple, il y a des études sur les programmes, vous l'avez un peu dit, de relaxation, de méditation, etc., qui réduisent quand même la violence et donc qui jouent sur les déterminants un petit peu sociaux de la santé mentale. Il y a aussi ce qui se développe, c'est les kits comme de premiers secours physiques, de réanimation, par exemple thoracique. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça se développe aussi sur, voilà, on pourrait sensibiliser un petit peu les jeunes à s'occuper de leur santé mentale, d'être un peu plus sensible, à savoir réagir si quelqu'un ne va pas bien. Enfin, il y a beaucoup de campagnes anglo-saxonnes là-dessus qui semblent être à la mode, mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements-là, justement, de sensibilisation, notamment des jeunes, à ça? Merci. Alors, moi je dirais qu'il y a deux choses. Un, le rapport à la bienveillance et au sens du collectif. Ça oui, vous avez dû noter que notre société a un rapport au collectif qui est un peu compliqué, puisque d'un côté on est hyper individualiste, de l'autre côté on est très connecté, et le mélange des deux est assez curieux. Et d'ailleurs je pense qu'on n'est pas complètement stabilisé sur la gestion de ces deux situations. Et là, clairement, les humains ont un sens du groupe très très fort, très très fort, un sens du vivre ensemble très fort, et c'est très important pour. C'est ça qui fait qu'on arrive à tenir. Là, vous êtes 500 dans cette pièce, c'est très difficile de tenir 500 mammifères dans une pièce sans qu'ils se tapent dessus. C'est quasiment, c'est la seule espèce qui peut faire ça. Même les herbivores font pas ça. Et nous ne sommes pas herbivores. Donc, cultiver le sens de la bienveillance et du vivre ensemble, oui, c'est important. Après, les histoires. Alors après, ce que tu dis là, ça résonne avec le courant de psychologie positive. Et là, je suis partagé, c'est que d'un côté, il y a des choses bien en psychologie positive. Par exemple, quand un enfant fait quelque chose de bien, il faut lui dire qu'il fait quelque chose de bien. Et quand il a fait quelque chose de très bien, il faut lui dire, écoute, franchement, c'est super, bravo. Donc, et ça, on ne fait pas assez ça. Donc oui, il faut le faire. De notre côté, la santé positive, il y a aussi un truc qu'on appelle l'apicondrie, c'est-à-dire des gens qui pensent que à être heureux. Il y a une espèce de fuite en avant dans le fait, faut être bien, faut être bien, faut être heureux, faut être heureux. Ben non, pas forcément, quoi. Faut accepter d'être mal et voilà, quoi. Ça fait partie de la vie. Bonjour, merci pour votre intervention. Donc, j'ai trouvé très intéressant la distinction que vous faites entre prévention collective et prévention clinique, on va dire, comme vous appelez ça à la clinique. Et j'ai trouvé que la prévention collective que vous présentiez était quand même teintée régulièrement de dépistage. Mais après, au début, vous avez dit, quand on dit manger, bouger ou manger des fruits et légumes, c'est bien. Et est-ce qu'en psychiatrie, on ne peut pas dire manger, bouger, dormir? Parce qu'on sait que le sommeil, c'est des choses bien, quoi. Est-ce qu'on n'a pas l'aplomb en psychiatrie ou on n'a pas encore la force en psychiatrie de dire, comme le reste de la santé publique ou de la médecine, quoi. C'était un peu ça aussi, une des questions qu'on a débattues quand on a trouvé le thème. Ouais. Non, c'est crucial, hein. Par exemple, faites du sport. Faire du sport, c'est bien pour la prévention des troubles psychiatriques, hein. Il y a des flopées de papier qui disent ça, hein. Alors, après, moi, je suis pour le dire, hein. Je suis pour le dire. En plus, faire du sport, c'est bien. Voilà. Mais il faut quand même faire. Moi, j'écoute les collègues sociologues avec lesquels je travaille beaucoup qui me disent « Oui, mais tu n'as pas à dire aux gens de faire du sport. Ça n'est pas à toi de le dire, quoi. » Voilà. Parce que, si vous voulez, le discours d'un médecin est un discours d'autorité. Et si nous, avec notre discours d'autorité, on donne des injonctions sur des conduites de la vie de tous les jours, eh ben, c'est un peu gênant. Alors, il y a un compromis à trouver. Je pense qu'on a un devoir d'information. C'est qu'on doit dire, c'est-à-dire, je le disais, on doit rendre les gens libres. Oui, faire du sport, globalement, c'est vrai que c'est un peu ringard, aller bouger, manger des fruits, bon, ben, il y en aura la casquette. On a envie aussi de regarder un match de foot en buvant de la bière et puis en faisant rien, quoi.
Et voilà, il n'y a pas que être actif, performant dans la vie. Donc oui, d'accord. Mais c'est vrai que si vous faites du sport, en fait, vous verrez, vous irez globalement mieux. Voilà. Je pense, c'est dans la formulation. C'est dans la formulation. Monsieur ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Monsieur Claude Étoile, je suis président de Normandalité et je représente donc des mouvements en France et les Hauts-de-France notamment. Et je voulais vous interroger sur, bien sûr que c'est les publics en prévention des troubles psychiatriques. Vous parlez des gens, par exemple, des enfants rebuants. On ne parle pas des enfants calmes. Aussi peuvent avoir des problèmes liés de dépression qui ne veulent pas en parler. Dans l'inclusion, qu'est-ce que c'est qui est inclus dans la société qui rend un peu fou tout le monde, quoi. Est-ce que tout le monde trouve sa place aujourd'hui dans un bien-être social ou une vie qu'on pourrait définir, quoi, hein, pour soi-même, quoi. Mais disons que les problèmes que vous soulevez, c'est vrai qu'en matière de prévention, comment annoncer à une personne qu'elle devrait consulter ou se faire soigner parce qu'elle est un peu trop remuante ou un comportement débordant. Moi, ça m'inquiète. Je travaille plus avec des adultes qu'avec des enfants, c'est normal. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de problème psychiatrique par définition, comme vous le faites remarquer. C'est très difficile à déceler, quoi. Mais on peut agir en prévention, notamment, surtout au niveau à l'école, enfin, tout ça, dans des milieux où les gens se regroupent, quoi, et surtout dans le milieu familial, où là, il y a quand même liens qui ont été dénoués, quoi. Oui, c'est sûr que la famille et l'école sont des lieux essentiels pour la prévention, hein. Vous avez raison. Tout à fait. Bonjour, je suis infirmière de profession, j'habite à Lille. Moi, je voulais juste vous poser une question. Enfin, vous avez parlé des différents points qui peuvent entraîner une dépression, notamment, comme vous avez dit, la suspicion par rapport aux hormones chez les femmes. Le rôle de la nutrition, c'est un point que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est très, très important, surtout quand on sait maintenant, dans les recherches, le rôle que le ventre, enfin, au niveau abdominal et la relation que ça a avec le cerveau. Comme on dit, le ventre, enfin, au niveau abdominal, c'est le deuxième cerveau de l'être humain. Je trouve que c'est un point qui est très important et ça peut avoir sa place dans cette prévention. Enfin, voilà. Même les gastro, par exemple, parfois, je trouve que quand une personne a une dépression et qu'elle a des troubles digestifs, on ne fait pas assez le lien. Voilà, c'était un point qui manquait et je trouvais que c'était important de le dire. Vous avez raison. Vous avez raison. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a eu un essai thérapeutique d'un régime alimentaire assez strict dans l'hyperactivité avec déficit de l'attention qui s'est révélé efficace. Et le problème, c'est que c'est inutilisable en pratique parce que les enfants sont à la cantine, il faut qu'ils viennent avec un bol dans lequel il y a leur aliment, et puis il faut qu'ils mangent du riz, de la viande, des poires. Enfin, j'ai déjà essayé, c'est impossible à faire en pratique. Donc, et on ne sait pas pourquoi ce régime marche. Donc vous avez raison, l'alimentation, c'est une vraie piste, mais alors là, vous mélangez, enfin, épidémiologiquement, l'alimentation, c'est très difficile à étudier parce que vous imaginez le nombre de variables qu'il y a. Il y a autant de variables que d'aliments. On est obligé de faire des typologies de fonctionnement alimentaire qui sont quand même crétois, charcuterie, etc. C'est vrai, c'est comme ça, hein, il y a des typologies, mais ces typologies sont floues. Donc d'un côté, vous avez l'exposition qui est floue, et en psychiatrie, vous avez le phénotype qui est flou. Donc quand vous voulez associer l'un avec l'autre, eh bien, vous avez très peu de puissance statistique pour montrer des choses. Alors après, le tube digestif comme le second cerveau, c'est vrai qu'il y a des papiers aussi là-dessus, hein. C'est peut-être un peu too much. Enfin, c'est un point de vue, personnel. Je trouve que
D'ailleurs, pourquoi? Parce que, franchement, si on fait une greffe d'intestin, ça existe, on peut faire des greffes de grêle, des greffes de côlon. Les individus sont les mêmes sujets pensants après. Hein. Donc, si on fait une greffe de cerveau, ça ne va pas être les mêmes sujets pensants. Donc, le cerveau, c'est quand même pas le tube digestif. Moi, j'ai l'impression que... Alors, même s'il y a un lien entre les deux, hein, je vois les papiers, mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde extrêmement... où le clivage entre le corps et l'esprit est très grand. Et le fait que l'on puisse dire que le ventre pense, ça nous permet de nous réapproprier en tant que sujet pensant un bout de notre corps. Voilà, mais c'est une blague. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Bonjour, je suis puéricultrice en PMI. Et en fait, je voulais un peu illustrer votre propos qui m'a vraiment intéressée parce que c'est par rapport aux jeunes enfants, évidemment. Enfin, moi, j'ai un cas d'école pour illustrer à un enfant qui rentre en école maternelle et qui est turbulent, qui mord, etc. Bon, c'est pas ce qui est, pour moi, à mon sens, pas un cas rare pour un petit de 3 ans. Et donc, instantanément, il a l'étiquette sur le front d'enfant turbulent, d'enfant à problème, et qui est orienté CAMS, etc. Donc, c'est un enfant qui, dans son cheminement, il a fait 4 ans de CAMS. Après 5 ans quand même de CMP avec pédopsychiatre, psychologue, etc. Et en fait, pendant tout ce temps-là, il a eu l'étiquette enfant insupportable, absolument pas toléré à l'école, hein, rejeté de tous les enseignants, rejeté totalement du corps enseignant. Et c'est un enfant qui a fini qui avait des troubles du coup d'énurésie, encoprésie, de stress permanent. Et en fait, c'est seulement... donc, il a été vu par des pédopsies, vu et revu. Hein. Et c'est seulement quand il a pu bénéficier d'un bilan complet en hospitalier qu'on a détecté chez lui un trouble de dyslexie et dysorthographie. Et en fait, faut quand même savoir que c'était loin parce qu'il a été orienté en ITEP et que là, les psychiatres des ITEP ont refusé catégoriquement de faire rentrer cet enfant dans un ITEP. Et en plus, bon, c'est un enfant qui a été diagnostiqué avec un QI correct, quoi, très correct même, hein, même un peu plus supérieur que la moyenne. Bon, mais ça, peu importe. Mais voilà, donc en fait, ça a fait 10 ans quand même de la vie de cet enfant. Enfin, la scolarité de maternelle à la fin de primaire, de souffrance pour l'enfant, souffrance pour les parents. Et au point que les parents voyaient l'enfant comme un... Enfin, il était étiqueté de toute façon comme presque débile, quoi, parce que simplement, il décrochait à l'école. Alors, moi, je demande pourquoi... alors, les enseignants, ils disent oui, de toute façon... mais j'en ai vu d'autres cas dans mon métier, où les enseignants disent de toute façon, nous, on n'est pas là pour ça, et puis nous, on n'est pas là pour s'occuper de ces enfants-là. Ça nous intéresse, on n'est pas assez nombreux, on n'est pas formés pour, voilà, et puis il met le bazar dans ma classe. Moi, je veux que des enfants sages, qui écoutent bien et qui comprennent, et puis qui fassent leurs devoirs. Ça, c'est vrai, ça, c'est l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la classe, mais de toute façon, je m'en fiche, parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement. Non, mais l'école, ça peut être une vraie source de souffrance pour les parents. Et puis après, pourquoi autant de professionnels, autant de pédopsychiatres, etc., voient un enfant et puis ne recherchent pas justement un autre diagnostic que des troubles du comportement. Voilà, étiqueter troubles du comportement pendant des années. Bon, moi, je ne fais pas le procès, mais c'est parce que je me dis que pour finir l'un dans l'autre, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle entre les enseignants qui disent que de toute façon, ils ne sont pas aidés, pas formés, la psychiatrie qui dit que, oui, de toute façon, c'est vrai, et je le sais, j'ai conscience quand je dis ça, je fais le procès de personne, mais que c'est trop long pour avoir des rendez-vous, c'est trop long. Et puis, je sais que c'est aussi un problème de société, c'est aussi des décisions gouvernementales, mais voilà, quoi. Enfin, en attendant, ça peut faire des dégâts, quoi, quand même. Et des gros dégâts. Et heureusement, cet enfant-là, il a été sauvé
parmi tant d'autres. Voilà. Et maintenant, il suit une scolarité normale. Mais il y en a. Voilà. Bon. Merci. C'est pas très gentil ce que je dis, mais voilà.